Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce jeudi matin sur la radio Taxi FM Lomé. Comme tous les jeudis, nous donnons la parole à celui qui souhaite la prendre. Et comme annoncé ce matin, notre invité, c'est Dr William Georges Kwessan, président du Parti Santé du Peuple, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Avec lui, nous aborderons les questions de l'actualité, notamment politique, où nous nous acheminons, vous le savez, vers 3 scrutins d'ici la fin de cette année, en décembre précisément. Cette nouvelle donne semble obliger la coalition des 14 partis à prendre l'initiative des meetings d'information des populations sur l'ensemble du territoire. Le week-end prochain, on parle du 22-23 septembre prochain. Donc, comment comprendre ces initiatives? Quelle réponse donne aujourd'hui la C14 à la CENI? On en discute avec notre invité. Vous aussi, vous aurez l'occasion d'intervenir directement dans l'émission pour poser vos questions à notre invité. Bienvenue. Retour en studio avec notre invité, c'est le président du Parti Santé du Peuple, Dr William Georges Kwessan. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Gator. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment se porte votre Parti Santé du Peuple? Quel est son état de santé aujourd'hui? Merci, ce serait quand même vraiment paradoxal que le Parti Santé du Peuple se porte mal, ou bien. Donc, je peux dire que le Parti Santé du Peuple se porte bien. Et vous devez avoir constaté que depuis un temps, nous sommes en train de faire un certain nombre de choses en interne et que nous sommes maintenant présents sur le terrain et nous avons dit à travers donc nos différentes interventions que vous allez constater que le parti sera beaucoup plus présent. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait un moment où on n'a pas vraiment senti le parti pour de multiples raisons, mais le parti est présent, et il est là, et vous allez devoir le constater tous les jours que Dieu fait. Vous savez que depuis quelques jours, nous étions donc en meeting de sensibilisation et d'information. Donc je pense que le Parti Santé du Peuple se porte bien et va aller de mieux en mieux. C'est vrai qu'on vous a aperçu dans CAP 2015, vous vous préparez pour aller aux élections. À l'époque, vous demandez au gouvernement de Faure Gnassingbé de faire les réformes avant ce scrutin. Entre-temps, les réformes n'ont pas été faites, mais vos camarades ont décidé d'aller aux élections et vous avez marqué votre rupture. Vous êtes sorti de ce mouvement-là. Et on vous aperçoit encore avec la coalition de 14 partis de l'opposition. C'est le vent de la dynamique qui vous a entraîné vous aussi dans cette coalition? Non, il faut quand même rectifier les choses parce que quand on pose des actes, il faut les assumer. Dire aujourd'hui que la C14 avait décidé d'aller, le CAP 2015 avait décidé d'aller à l'élection présidentielle de 2015 et que je n'étais pas d'accord, que j'ai marqué ma rupture, que j'étais sorti, n'est pas exact. Parce que c'est vrai qu'il y avait à l'époque beaucoup de partis politiques, beaucoup de collègues politiques qui nous refusaient donc de participer à ces élections parce que les conditions n'étaient pas réunies. Mais nous étions de ceux qui pensaient que malgré ces conditions, qu'on avait la possibilité de gagner ces élections, c'est-à-dire gagner et entrer effectivement en possession des instruments de la gouvernance. Parce que nous avons toujours gagné les élections, mais le problème qui s'est toujours posé, c'est comment arriver donc à entrer en possession des instruments de la gouvernance. Donc nous étions de ceux qui pensaient qu'on avait la possibilité de faire malgré les conditions électorales qui n'étaient pas pleinement réunies. Et j'étais dans CAP 2015, je l'assume, j'étais dans CAP 2015, on a participé ensemble à l'élection présidentielle de 2015, on a fait tout ensemble, et les résultats ont été proclamés, le Premier ministre était nommé, ce n'est qu'après cela
que le Parti Santé du Peuple a dit, c'est retiré. C'est retiré. Donc, si la participation à l'élection présidentielle de 2015 est à mettre à l'actif ou au passif de CAP 2015, le Parti Santé du Peuple en est comptable. Et ça, vous avez joué un rôle fondamental. Et ça, je l'assume. Je ne dirais pas que j'ai joué un rôle fondamental, mais je faisais partie du groupe. Et tout ce que le groupe a fait en ce moment, c'est également Santé du Peuple qu'il avait fait. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir contribué aussi à amener certains de vos amis à se présenter à ce scrutin sans les réformes, puisque aujourd'hui on en est encore à parler des mêmes réformes? Oui, effectivement, je dis que en réalité, en 2015, on pensait que avec les conditions qui prévalaient, on avait la possibilité donc de gagner ces élections, et c'est-à-dire de gagner, c'est-à-dire d'avoir réellement les leviers du pouvoir. Je ne le regrette pas, et je ne le regrette pas parce que je me suis toujours dit que il n'est pas question de boycotter des élections parce que la politique de la chaise vide ne donne généralement rien. Mais il y avait un vent qui circulait à l'époque sans réforme, sans élection. Oui. Et après, vous êtes quand même allé. Non, le vent qui circulait sans réforme, sans élection, je vous mets à défi aujourd'hui de montrer une bande ou un journal dans lequel Dr Georges William Kwessan a dit pas de réforme, pas d'élection. J'étais dans une logique d'aller à cette élection-là. Je l'assume. Je l'assume. Aujourd'hui, je reconnais quand même que on pouvait faire économie, c'est-à-dire d'aller à ces élections. Et si, bon, tant était que, bon, on était dans une logique donnée et on savait peut-être la suite que les événements allaient prendre. Vous savez qu'avec le 19 août, il y a certains qui ont parlé du départ du chef de l'État, et c'était peut-être en contradiction avec notre position au niveau de CAP 2015, c'était peut-être en contradiction puisque on disait nous l'avons accompagné, nous l'avons légitimé, et que si on n'était pas parti, bon, peut-être que cette demande aurait un sens. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que la question se pose encore en ces termes. Ce qui est fait était fait. Nous y avons cru. Nous avons participé à cette élection. C'est vrai. Que vous avez participé à un marché de dupes. Vous pensez qu'après ce scrutin, il y aura les réformes. Il n'y a pas eu de réformes. Non, on ne pensait pas qu'après ce scrutin, il y aurait des réformes. Il faut bien faire la nuance. On pensait pouvoir prendre les leviers, gagner, prendre les leviers du pouvoir et faire les réformes, compléter les réformes. Mais comment c'était possible à l'époque où tout est verrouillé? Oui. Vous n'avez pas participé à un truc de naïf, quand même. Oui, on n'avait pas participé à un truc de naïf. Mais vous savez, quand vous sortez, il y avait quand même un engouement qui était là. Vous avez vu quand CAP 2015 était en campagne, oui, à l'intérieur du pays, comme à Lomé. Peut-être que vous ne nous aviez pas suivis. Mais si on se fiait, et c'est ce qui était le cas, avec cet engouement qu'on avait, cette fougue que les gens avaient à finir avec ce régime, on s'était dit que, parce qu'on était sûr que de toutes les façons il y aurait des fraudes, mais on s'était dit que les fraudes, quelle que soit leur ampleur, ne pouvaient pas empêcher l'opposition de prendre les leviers du pouvoir. C'était la logique dans laquelle on était. Je me dis, il est possible de se tromper, on le reconnaît, mais à l'époque, on y croyait, et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je peux envisager de revoir l'avenir autrement, mais
ce qui était fait, posé comme acte, était censé, compte tenu de l'engouement que nous avons, de la fièvre qui s'était manifestée à travers les populations, de finir avec ce régime. Donc, c'est un peu cela. Alors aujourd'hui, il y a C14, la coalition de 14 partis de l'opposition. Votre parti Santé du Peuple est là-dedans. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui au niveau de la C14? Est-ce qu'il y a cette forme de sérénité qui se dégage en réalité à l'intérieur? Oui, si je vous dis le contraire, je mentirais. Parce que c'est vrai qu'au départ, les choses n'étaient pas très faciles. Vous savez, 14 partis politiques qui subitement s'étaient mis ensemble parce que personne n'a prévu le 19 août. Chacun était dans ses chapelles politiques en train peut-être de mettre un agenda pour aller vers les échéances à venir. Et subitement le 19 août était arrivé. Donc personne ne s'y était préparé. Et c'est normal que quand vous vous retrouvez comme ça subitement dans une coalition avec ce nombre, il est évident que on ne pouvait pas ne pas avoir un certain nombre de ressentiments. Et on ne pouvait pas ne pas faire face à un certain nombre de difficultés inhérentes à la vie en groupe. À la vie en groupe, donc, de toute personne. Donc, c'était ce qui s'était passé. Mais, vous savez, dans la coalition, on est des adultes, on est des responsables. Nous sommes conscients des tâches qui nous attendent. Nous sommes conscients de l'importance de ce que nous avons comme devoir. Nous sommes conscients de ce que le peuple attend de nous. Et on ne pouvait pas se permettre de faire perdurer cette situation trop longtemps. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que la sérénité est revenue dans le groupe. Je ne dirais pas que c'est une sérénité totale, mais ce que nous avons aujourd'hui nous permet... Un semblant de cohésion, on va dire. Je ne dirais pas que c'est un semblant de cohésion. Ce n'est pas une cohésion, mais il y a une certaine sérénité. Et puis chacun a compris l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Ça fait que nous savons donc comment avancer. Ça a créé une certaine sérénité au sein du groupe. Et je peux vous affirmer que le groupe marche aujourd'hui avec beaucoup plus de confiance. Comment est-ce que vous pouvez marcher avec beaucoup de confiance si vous avez réussi à lâcher Tikpi Achadam? Vous ne parlez pas de son cas finalement au niveau de la coalition. Non, je ne comprends pas. Comment l'un lâché Tikpi Achadam? Soyez plus explicite. Son cas, vous ne le posez plus. Aujourd'hui, la CENI, en dehors de la date du 20 décembre qui avait été communiquée par les facilitateurs, disons la CEDEAO pour le scrutin législatif, la CENI a annoncé deux autres scrutins le 16 décembre, c'est-à-dire 4 jours avant, le référendum et les locales. Les locales, vous avez toujours demandé à ce que ce pouvoir organise les locales. Nous y voilà aujourd'hui. Est-ce que ça vous dérange encore? Mais vous savez, l'annonce des locales, dans un pays qui se veut démocratique, l'annonce d'une date d'organisation des élections locales, dans un pays qui se veut démocratique, dans un pays où l'opposition se bat nuit et jour pour avoir des conditions qui vont laisser fleurir la démocratie, qui vont laisser s'épanouir la démocratie. Mais pensez-vous que dans ce pays, on peut organiser les élections locales dans des conditions normales qui vont gêner quelqu'un? Aujourd'hui, nous sommes clairs que les élections locales, c'est la base de toute démocratie. Parce que ça offre un espace d'expression, ça offre un espace de liberté, un espace d'exercice de citoyenneté, un espace d'épanouissement démocratique, intellectuel et politique. Ça, tout le monde est d'accord avec cela. Mais il faut voir les conditions dans lesquelles on vient d'annoncer cela. Cette annonce
premièrement, est une anomalie électorale. Cette annonce est une anomalie électorale. Vous savez pourquoi? Parce qu'une élection qui n'a jamais été organisée dans un pays, moi je dis jamais, parce que organisée 30 ans après, oui. Moi je dis jamais. Une élection qui n'a jamais été organisée dans un pays, et qu'on organise, et on fixe la date à moins de 3 mois, mais c'est une anomalie électorale. Vous savez, si on a par exemple... Non, en même temps, depuis l'année dernière, on parlait des locales. Non, mais on parle des locales. Il y a eu plusieurs séries au niveau du ministère. On parle des locales, c'est différent de fixer une date des locales. Quand vous avez des gens, quand vous avez des élus locaux, pour une durée donnée, et vous savez qu'au bout de cette durée, donc le mandat de ces locaux va arriver à terme, tout le monde sait. Voilà, tout le monde sait que les élections doivent être organisées au plus tard, même si il y a des conditions extérieures qui font que on ne peut pas les organiser dans le délai imparti, comme légal. Tout le monde sait que ça doit avoir lieu dans un délai raisonnable donné. Mais dans un pays où on n'a jamais eu d'élection, on n'a pas d'élus locaux. Personne ne sait quand le mandat d'un élu local finit. Et on se permet de fixer la date d'une élection locale à moins de 3 mois, et qui plus est, à 4 jours d'une élection présidentielle et d'une élection législative. C'est une aberration, c'est une anomalie. Ça, il faut le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans cette annonce, je dis, il y a triplement vice de procédure. Triplement vice de procédure. Premièrement, la CENI n'est pas habilitée à annoncer la date d'une élection. Fouillez dans le code électoral. Si vous trouvez quelque part dans les prérogatives de la CENI, où il est dit que la CENI annonce. À l'article 14, il est dit la CENI fait une proposition au Conseil des ministres. Aujourd'hui, à la CENI, on se défend que ça reste une proposition. Mais au gouvernement. On fait une proposition comme cela. Une proposition se fait publiquement. Et puis une proposition se fait en disant le jour, l'élection aura lieu à telle date. Non. Ça, c'est pas une proposition qu'on ne nous dise pas de tout ce qu'on veut et qu'on ne nous fasse pas avaler tout ce qu'on veut. C'est dire que les élections, qui dit que ça c'est une proposition. La CENI n'a pas les prérogatives d'annoncer la date d'une élection. La CENI est là pour organiser une élection. La CENI est là pour proclamer les résultats provisoires d'une élection. C'est comme cela. Lisez le code électoral, vous allez le trouver dedans. En plus de cela, on nous annonce un référendum. Un référendum dont on ne connaît même pas le test. La question à poser. On ne connaît pas le test. On nous annonce la date d'un référendum avant même qu'on connaisse le test qui sera soumis à ce référendum-là. Vous avez suivi la RFI aujourd'hui. Mais, c'est-à-dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Maintenant, troisièmement, ce que je vais dire toujours par rapport à ça, c'est qu'il y a un manque de respect vis-à-vis du peuple togolais et un manque de respect vis-à-vis de la communauté et de la communauté sous-régionale. Manque du respect vis-à-vis du peuple togolais parce que on ne peut pas se permettre de convoquer un corps électoral pour une élection qu'on n'a jamais organisée à moins de 3 mois. C'est un manque de respect pour le peuple togolais. Et un manque de respect vis-à-vis de la communauté sous-régionale, c'est que quand vous suivez la feuille de route de la CEDEAO, en chapeau, au point 38, il est dit les réformes se feront par voie parlementaire. Et ce n'est qu'à défaut qu'on pourra envisager de les faire par voie référendaire. Il y a une année, il y a un test qui avait été envoyé au Parlement, rappelez-vous, et qui avait été rejeté. Non, mais le pouvoir peut se baser sur ça. Mais qu'est-ce que vous dites? Que ça a été rejeté. Non, mais ce qu'on doit... Non. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y a l'idée du référendum qui avait germé. Non. Ça n'a pas de sens. Tout part à partir du 31 juillet. Tout part à partir du 31 juillet. Les facilitateurs sont arrivés ici. La CEDEAO est arrivée, nous a donné une feuille de route, s'il vous plaît, et restons collés à la logique. Tout part du 31 juillet. Donc, à partir du 31 juillet, on doit essayer de faire passer un test par voie parlementaire. Et ce n'est que à défaut de cela qu'on peut envisager. Alors, pourquoi est-ce qu'au niveau de la coalition de 14 partis, vous attendez le gouvernement pour passer ce test à l'Assemblée? Mais, ça c'est une autre question. Oui, je la pose. Oui. Vos membres
nous... Il y en a qui sont au Parlement. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas l'initiative? Oui, c'est possible. Mais vous savez, le sort malheureux qui a toujours été réservé aux propositions de loi qui ont été faites dans ce sens, dans ce pays. Vous connaissez, ce n'est pas une fois. Il y avait eu la proposition de loi à DICAR, il y a la proposition de loi à ANC, mais on sait le sort qui a été réservé à ces propositions de loi. Par faute d'un accord préalable sur le contenu du test avant que le test n'aille à l'Assemblée. Et qui implique une discussion directe sur le budget. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce test-là. Un test consensuel qui doit aller à l'Assemblée nationale. Mais, qu'à cela ne tienne, nous prévoyons d'envoyer donc une proposition de loi. On va quand même le faire. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a rencontré des difficultés que on ne va pas le faire. On ne va pas jeter le manche après la cognée. On va le faire. Mais il faut vous dire que si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est parce que il y a des conditions qui nous y empêchent. Là, visiblement, le train de la CENI s'avance. Et très vite d'ailleurs. Est-ce que vous avez les moyens pour l'arrêter aujourd'hui? Très sincèrement. Non, mais vous savez, l'opposition, je ne sais pas ce que vous appelez moyen. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec nous des facilitateurs qui, malgré les charges énormes qu'ils ont chez eux, se mettent en devoir de faire en sorte que la tranquillité, la quiétude puisse revenir au Togo. Mais nous n'avons pas d'abord autre chose. D'abord, en dehors de ces facilitateurs, que nous allons, en qui nous avons confiance. Nous avons confiance. Et au-delà de cela, c'est les marches pacifiques que nous avons. Nous demandons aujourd'hui que la CENI arrête ses travaux. Il y a Bawara qui a dit le train est parti, il faut entrer dedans. Mais heureusement qu'il y a des gens qui lui ont fait comprendre qu'un train peut partir et ne pas arriver à destination. Un train peut dérailler aussi. Donc raison pour laquelle il faut mettre balle à terre, il faut que la CENI soit arrêtée dans son élan pour que ensemble on puisse réfléchir de comment entrer ensemble dedans pour que tranquillement le train puisse arriver. Vous comptez aujourd'hui clairement sur la CEDEAO, en tout cas sur les facilitateurs, le professeur Alpha Condé, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, pour arrêter la CENI dans son élan aujourd'hui. Oui, mais il n'y a que sur eux que vous comptez. Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a que sur eux. Je viens de dire sur le peuple aussi. Il y a d'abord les facilitateurs, mais au-delà de ça, nous avons nos partisans. Nous avons nos partisans qui peuvent réclamer ça dans un élan pacifique, comme nous savons bien le faire. C'est l'objet des meetings d'information que vous organisez, enfin qui est annoncé par la coalition sur samedi et dimanche, en tout cas le 22 et le 23. Oui, effectivement, c'est déjà de faire en sorte que cette population puisse être sensibilisée à ce qui éventuellement pourrait être son devoir dans les jours à venir. Son devoir en quel sens? Aller voter? Parce qu'il y a un membre de la coalition, oui. Maître Tchassona Traoré, dans Arakiri ce matin, oui. En tout cas qui invite les populations à se mobiliser pour aller accomplir le recensement, enfin, à se faire inscrire sur la liste électorale. Non, mais ce que monsieur Tchassona dit n'est pas erroné. C'est tout à fait normal. Il faut avoir sa carte. Monsieur Tchassona, ce qu'il dit, Maître Tchassona, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait bien. Ce n'est pas parce que nous sommes allés prendre notre carte que nous sommes d'accord pour le processus qui est en cours. On sait comment les choses se sont toujours passées dans ce pays. Après, donc, on fait du forcing pour aller aux élections. Les membres de la coalition, les membres de l'opposition n'ont pas leur carte. Si on appelle les gens à aller prendre leur carte, c'est une chose tout à fait normale. Mais cela n'exclut pas le fait que nous ne soyons pas d'accord avec les élections qui sont en train de s'organiser. Et comment est-ce que vous allez vous y prendre aujourd'hui pour arrêter le train? Vous avez dit qu'il y a vos partisans, vous comptez également sur les facilitateurs. Oui, on attend les facilitateurs, ils vont arriver, on aura des discussions franches avec eux.
Et on va leur faire comprendre la nécessité aujourd'hui de faire en sorte que cette machine puisse s'arrêter et qu'on puisse, de façon consensuelle, de façon concertée, et dans un élan patriotique, tous faire en sorte que... Parce que vous réclamez déjà la recomposition même de la CENI. Ce n'est pas qu'on réclame la recomposition de la CENI. Il faut que la CENI soit recomposée. C'est une nécessité. C'est une nécessité que la CENI soit recomposée. Nous avons demandé qu'il y ait 8 pour l'opposition, 8 pour le parti au pouvoir et une personnalité neutre qui va diriger la CENI. Une personnalité neutre, consensuelle. Là, vous remettez en cause l'accord politique global, finalement. Non, mais pourquoi vous dites ça? La composition actuelle est issue de l'accord politique global. Oui, mais la composition que nous proposons n'est pas contraire à celle de l'accord politique global. Ce n'est pas contraire à celle de l'accord politique global. L'accord politique global inclut la société civile. Oui, mais je dis Elle ne se trompe pas dans non, mais de toutes les façons, vous savez que les sociétés civiles ont des bords politiques dans ce pays. Mais est-ce que c'est pas une anomalie, ça? Oui, mais c'est une anomalie. Mais c'est une anomalie qui sera peut-être corrigée avec le temps. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, chacun a sa société civile. On n'a qu'à nous laisser. On nous donne les 8 et puis, bon, on en fera ce qu'on veut. On choisira, même si la société civile, ce n'est pas, c'est-à-dire que nous ne disons pas que c'est notre société civile, mais on sait quand même les sociétés civiles qui ne sont pas, je ne dis pas qu'ils sont des sociétés civiles affiliées à l'opposition, non, mais des sociétés civiles qui sont conscientes de la situation de notre pays et qui veulent le changement. On peut toujours donc aller vers cette société civile-là, qui n'ont rien à voir bien sûr avec l'opposition, mais qui ont la vision. Il semble qu'il est menacé et il n'est pas sur le territoire. Pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas son cas? Oui, mais vous n'avez pas suivi le mémorandum de proposition. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas suffisamment? Oui, peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment. Oui, c'est possible. C'est possible, on le fait. Maintenant, si les gens estiment qu'on ne le fait pas suffisamment, il nous appartient, il nous revient de voir si effectivement ce que les gens disent est vrai. Et nous avons le devoir, si cela est vrai, de nous amender et Est-ce faire que c'est vrai mieux. maintenant? Est-ce que c'est vrai? Je le crois. Si vous le dites, si je jette un regard un peu en arrière, je peux le dire, que nous, peut-être, ne le faisons pas suffisamment, mais moi, je vais prendre sur moi, puisque c'est dit maintenant, et je crois que je vais apporter également cette nouvelle à la coalition, que les populations estiment que nous ne prenons pas suffisamment à bras le corps le problème de M. Tikpi Akadam. Sinon, on en a parlé, comme je le dis, dans notre mémorandum, on en a parlé, on a dit le retour des réfugiés, on a parlé du cas particulier de M. Tikpi Akadam. C'est dans le référendum, c'est écrit noir sur blanc. Bon, peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense qu'on va s'amender pour l'avenir. Alors aujourd'hui, l'autre problème qui est sur le tapis, c'est sur le cas des réformes. Le 31 juillet dernier, la CEDEAO était en réunion à Lomé. Une feuille de route a été proposée pour une sortie de crise. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de la coalition? Quelle est la situation? Quel tableau vous dressez aujourd'hui, 2 mois presque après le passage à Lomé du chef d'État de la sous-région? Le tableau que vous avez le sentiment que les choses évoluent? Non, mais ce qui est clair, les choses n'évoluent pas. 2 mois après, les choses n'ont pas du tout évolué. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Au lendemain du 31 juillet, la coalition était de ceux qui pensaient que de façon générale, l'essentiel se trouvait dans la feuille de route de la CEDEAO, et avec des insuffisances et des imprécisions qu'il fallait relever. C'est ce que nous avions fait au cours de notre conférence de presse, au cours de laquelle nous avons dévoilé donc notre mémorandum sur nos propositions que nous avons envoyé aux facilitateurs. Et nous pouvons dire, comme je le dis, donc 2 mois après, que les choses n'ont pas évolué. On n'est pas du tout content de la manière dont l'évolution a été faite jusqu'à ce jour. Vous savez que il était dit après, donc 31 juillet, oui, qu'il y aura une première réunion du comité de suivi qui devait mettre sur pied un chronogramme qui allait nous permettre d'évoluer progressivement vers les élections.
Et ce chronogramme 2 mois après, on ne l'a pas. On ne voit pas comment aujourd'hui on peut dire que les choses évoluent. Ajoutez à cela la Commission électorale nationale indépendante qui s'est mise à travailler alors que son fonctionnement devait faire partie intégrante du chronogramme qu'on devait avoir. Ce chronogramme n'est pas donné, mais la CENI qui continue, qui a démarré ses travaux et qui continue allègrement. Donc, devant ces situations, je ne vois pas comment nous pouvons affirmer aujourd'hui que les choses marchent. Alors, par rapport à cette feuille de route. Que faites-vous au niveau de la coalition? Le peuple attend. Oui, vous savez qu'au niveau de la coalition, on n'a pas de repli. Cela est clair. Et après le 31... En même temps, vous n'avez pas de solution. Mais qui vous dit qu'on n'a pas de solution? De toutes les façons, les solutions ne sont pas stéréotypées et qu'on doit les prendre quelque part. Il faut les inventer chaque jour que Dieu fait. Il faut réfléchir par rapport à cette situation et à chaque situation trouver une riposte adéquate. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de solution. On a de solutions et ces solutions, on l'invente au fur et à mesure que nous sommes face à des situations données. Donc, aujourd'hui, vous savez que depuis le 31 juillet, nous avons saisi les facilitateurs d'une manière ou d'une autre. Quand la CENI a commencé ses travaux, on a saisi les facilitateurs auxquels on a fait part donc de ce qui était en train de se faire. Quelles ont été leurs réponses? De toutes les façons, ils ont répondu et ils nous ont affirmé qu'ils vont arriver à Lomé pour que tout cela, on puisse trouver ensemble des solutions à cela. Maintenant, nous n'avons cessé également, tant que nous sommes, chaque fois que nous avons la possibilité de nous exprimer, nous n'avons eu de cesse de dire haut et fort que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont la CENI est en train de fonctionner aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'accord avec même la date qui est proposée, le 20 décembre qui est proposée, parce que c'est trop court pour que nous puissions faire toutes les réformes pour les législatives, pour que nous puissions faire les réformes nécessaires, mais faire toutes les réformes, mettre sur pied les conditions électorales reflétant donc les normes et les standards internationaux. On a dit que tout cela n'était pas possible. Et vous savez que quand le comité était à Lomé la dernière fois, il a reçu la coalition et on a encore réitéré notre position au comité de suivi qu'il fallait qu'on arrête la CENI dans sa progression et que l'on puisse mettre sur pied un chronogramme. Donc les représentants des facilitateurs nous ont dit qu'ils n'avaient pas de mandat pour cela et que les facilitateurs eux-mêmes vont arriver et qu'on en discute. On les annonce sur demain, vendredi ou après-demain, samedi. On est en train de voir ce que cela va donner. Mais nous allons observer notre première pause publicitaire. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de Taxi Presse sur Taxi FM Lomé. Retour en studio avec notre invité ce matin, Georges William Kwessan, le président du parti Santé du Peuple, membre de la coalition de 14 partis de l'opposition. Docteur, vous disiez tout à l'heure que vous avez alerté, on va dire, la facilitation par rapport au travail de la CENI. Vous n'étiez pas d'accord. Pourquoi est-ce que vous ne privilégiez pas aussi une discussion directe avec le pouvoir de Faure Gnassingbé, désormais, pour solutionner le problème? Oui, vous savez, privilégier une discussion directe avec le pouvoir en place n'est pas exclu et n'est pas une aberration politique. C'est une chose qui, a priori, est tout à fait normale. Parce que quand vous êtes dans un pays, et vous êtes les enfants d'un même pays, quand il y a des problèmes qui surviennent, la meilleure façon de résoudre ces problèmes, c'est de discuter. C'est de discuter. Et de vous regarder face à face et de discuter. Mais si aujourd'hui, nous n'avons pas privilégié cela, c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée depuis des années
entre l'opposition et la majorité. Et cette crise de confiance ne trouve pas réellement de solution à ce jour, ne s'adoucit pas. Au fur et à mesure que nous avançons, on aurait pu penser qu'avec les contacts et avec l'évolution des choses, cela aurait pu s'adoucir un tout petit peu et nous amener vers des discussions directes. Mais vous savez que depuis le 19 août, quand les gens ont manifesté, il y a des personnes qui ont été arrêtées, oui, qui ont été jetées dans les prisons. On a demandé comme mesure d'apaisement et de confiance que ces personnes soient élargies. Mais à ce jour, vous savez que il y a encore, malgré tout ce que nous avons fait, malgré toutes les démarches diplomatiques que nous avons faites au niveau des facilitateurs, malgré toutes les actions politiques que nous avons menées en ce sens, il est malheureux de constater aujourd'hui que les gens sont encore dans les prisons. C'est ça qui finalement ralentit votre désir. Pendant ce temps, le pouvoir organise des élections. Ça ne crée pas cette confiance-là. C'est la première chose. Ça ne crée pas la confiance nécessaire parce que il ne sert à rien d'aller ou bien de vouloir discuter si on sait qu'il n'y a pas la confiance nécessaire pour que cela puisse aboutir. Il faut au moins que les conditions préliminaires, préalables, qui peuvent donc amener cette confiance, cet apaisement, soient posées. Mais en même temps, docteur William Kwesa, est-ce qu'il n'y a pas trop de conditions pour faire évoluer le débat politique au Togo? Oui, mais vous savez, Monsieur Gator, vous savez, moi je n'ai jamais fait la prison. Mais ceux qui ont fait la prison, M. Gator, ils vous diront, ce n'est pas souhaitable à un ennemi d'aller en prison même pour une seule heure. Et voulez-vous que nous laissions de côté cette situation, que nous nous taisions sur cette situation et que nous disions tout simplement, il faut évoluer, il faut faire les réformes. C'est vrai, les réformes sont importantes, mais que les personnes soient libérées également, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas l'élargissement de ceux qui sont encore en détention, il n'est pas possible, il n'est pas question à ce que vous vous asseyez pour discuter, on n'a jamais une discussion directe avec le pouvoir de Fournier. On n'a jamais dit ça. Et puis je disais qu'il y avait deux conditions. Oui. La première, c'était la première, c'était ça. Et la deuxième, c'est que nous sommes respectueux de ce qu'ont dit les facilitateurs quand ils sont arrivés ici, de ce qu'a dit le comité de suivi quand il était mis en place. Le comité de suivi nous a dit que il y aura un chronogramme, oui, et c'est pas à partir de ce chronogramme que tout va se faire. Mais voulez-vous que nous allions au-delà de cela et commencer par amener des discussions parallèles avec le pouvoir? Est-ce que ce ne serait pas une manière de désavouer ceux qui sont venus nous aider? Non, nous ne pouvons pas fonctionner comme cela. Nous ne pouvons pas fonctionner comme cela. Donc je disais que c'était les deux conditions. Et je n'ai jamais dit aussi que c'est-à-dire il faut nécessairement que les personnes soient libérées avant qu'on ne puisse entrer en discussion. Je dis cela peut bloquer, mais ça peut bloquer jusqu'à un niveau donné. Ça peut bloquer jusqu'à un niveau donné. Mais il y aura des moments où on peut toujours changer d'avis. Il n'y a pas de problème. Même le terrain peut nous obliger même. Le ne sera pas mieux aujourd'hui. Oui, ce sont des. Je ne sais pas si vous écoutez vos compatriotes qui sentent la déception aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez, on n'est pas fermé, hermétique aux critiques vis-à-vis de la coalition. La coalition n'est pas hermétique aux critiques qui se font vis-à-vis d'elle. Nous écoutons, nous entendons et nous mettons en œuvre, nous essayons d'en tenir compte. Vous êtes en train de dire encore quelque chose. Je suis sûr que il y a aujourd'hui nécessairement certains membres de la coalition qui écoutent cette discussion-là, qui écoutent cette émission. Et même partir d'ici, je vais toujours discuter avec cette coalition. Et je vous dis que ce n'est pas des dispositions péremptoires.
Cela peut toujours évoluer, hein, qui va dans le même sens que celle de l'opposition. Au niveau de la du coalition, peuple. vous appelez à un meeting d'information ce week-end, sauf qu'il y a des voix dissonantes au sein de la coalition, le PNP notamment, qui dit ne pas s'associer à ces mobilisations. Oui. Ça reflète quoi en réalité? Oui, moi, ce que dit le PNP, oui, c'est qu'il faut aller vers la facilitation, c'est-à-dire que... Même le cas s'interroge sur l'initiative. Non, moi-même. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je ne dis pas que il ne faut pas... Ce n'est pas que je m'interroge sur l'initiative, mais il y a la facilitation qui est là. D'accord? Il y a la facilitation qui est là, et les chefs d'État vont arriver. Ces chefs d'État vont arriver. Bon, il est possible, je ne suis pas contre l'organisation des meetings. Non, je ne suis pas contre l'organisation des meetings, parce que si je dis que les chefs d'État vont arriver, il est possible qu'on puisse laisser le temps à ces chefs d'État de venir nous dire, de faire notre proposition à ces chefs d'État pour venir. Les meetings, ce n'est pas encore un problème. Hein? Mais, par exemple, pour qu'on aille vers les marches, pour qu'on descende dans la rue, il faut que la CEDEAO nous dise son dernier mot. C'est un peu cela. Pour les meetings, on n'a pas de difficulté avec ça. Pour les meetings, il n'y a aucun problème. Mais pour, par exemple, descendre dans la rue, pour aller faire les marches, il faut que nous ayons les derniers mots de la CEDEAO. Il faut que nous sachions ce que la CEDEAO pense, les facilitateurs notamment, pensent réellement de ce qui se passe. Oui, est-ce que la position du PNP aujourd'hui, depuis quelque temps, ne vous fragilise pas? Parce que c'est par ce parti que tout a commencé. Oui, effectivement. Et depuis quelque temps, la coalition annonce une manifestation. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, lorsque la coalition décide d'aller au niveau des villes assiégées, le PNP a dit non. Oui, vous savez... Mais vous y êtes allé quand même. Oui. Est-ce que ça ne fragilise pas les actions? Oui, moi j'ai toujours dit que même si le mur est lézardé quelque part au niveau de la C14, il faut faire en sorte que cela n'affleure pas et que nous puissions toujours maintenir cette cohésion. Si tout le monde doit aller faire quelque chose, il faut que ce soit tout le monde qui le fasse. Par exemple, le PNP peut ne pas être d'accord, mais ça peut rester interne à la coalition. Ça peut rester interne. Moi, je comprends quand même le PNP, parce que vous savez... Vous êtes désolé qu'on puisse exprimer ses positions hors coalition? Oui, je ne suis pas tellement pour. Le PNP peut ne pas être d'accord, mais ça peut rester interne. Enfin, moi, vous n'allez même pas savoir cela. Ça peut rester interne à la coalition. Bon, peut-être que le jour là, on ne verra pas les membres du PNP dans ces meetings, c'est tout, mais peut-être que les gens ne vont pas se poser particulièrement de questions. On peut se dire, bon, on ne les a pas vus, peut-être que ça s'arrête là. Et puis, pour le PNP, vous savez que généralement, dans ces manifestations, surtout au niveau des marches, ce sont surtout ces partisans qui sont... si vous voyez ceux qui sont dans les géoles aujourd'hui, et ce sont beaucoup plus ces partisans. Oui. Donc c'est tout à fait normal que... Je ne sais pas le mobile réel qu'il est, c'est-à-dire qui peut sous-tendre cela, mais je pense que ça peut être l'une des causes. Si vous voulez, il y a cette petite phrase du conseiller du président Tikpi Akadam, Tchatikpi Ouro Dikpa, qui dit selon les 13 autres partis de la coalition, nous devrons organiser ce moment-ci des marches, mais pour le PNP, il n'en est pas question. Oui, c'est ce que je dis. Oui, oui, c'est ce que je dis. C'est révélateur. Oui. Un petit peu aussi du malaise. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ça, on peut ne pas s'entendre sur un certain nombre de choses. Mais moi, ce que je dis, est d'abord que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous aurons à faire face, que nous puissions gérer ça de façon à ce que cela ne soit pas à l'extérieur. Mais, quels que soient les cas, on peut ne pas s'entendre sur la manière, les stratégies d'aller vers l'obtention d'un résultat donné. Mais aujourd'hui,
on est tous d'accord qu'il faut aller vers un résultat. Pour le résultat, pour l'objectif à atteindre, on est tous d'accord sur cela. Peut-être la manière d'y aller peut différer par moment, suivant un parti politique ou un autre. Au niveau de votre parti Santé du Peuple, vous avez commencé un peu plus tôt que les autres. Hein. Les meetings de sensibilisation, ça a démarré depuis lundi au niveau de votre parti à Djagblé. Oui, non, nous n'avons pas... Pourquoi commencer? Non, ces meetings étaient programmés bien avant même. C'est une activité du parti. C'est une activité du parti. C'est une activité, parce que vous savez, chaque parti politique, vous voyez d'autres partis politiques faire leur activité, hein, en dehors de la C14, hein, vous voyez les partis qui descendent sur le terrain. Donc c'était une activité interne au parti. Cela n'avait rien à voir. Et la note d'information des autorités même était envoyée bien avant les 10 et 11 septembre dernier à l'arrivée du comité de suivi. Vous comprenez? Bon. Mais cela ne peut pas quand même nous empêcher, quand on va sur le terrain, d'apporter nécessairement les nouvelles de la C14 aux populations, puisque nous en sommes membres. Donc, c'était une activité interne au parti, mais nous avons dit cela. Mais je profite également, parce qu'il y a un communiqué qui va sortir demain, nous avons donc un meeting à Kogan le samedi, qui était prévu à Kogan le samedi. Le communiqué va sortir tout à l'heure. Nous avons décidé de surseoir à ce meeting à partir du moment où la C14 a fait sa programmation. Il est normal que on mette un sursis à cela et que nous puissions aller renforcer donc les activités de la C14. Est-ce que vous irez au local très prochainement si on change les dates? Oui, mais si les choses doivent aller, il faut quoi? Il faut d'abord que la CENI arrête ses travaux, qu'on mette sur pied un chronogramme qui permette d'aller aux élections en toute sérénité, et il n'y a aucune raison que l'opposition ne participe pas à ces élections. En toute sérénité, ça suppose quoi pour vous? Que les élections aient lieu l'année prochaine? Non, que les élections aient lieu après les réformes, en bonne et due forme, constitutionnelle, institutionnelle et électorale. Que les élections aient lieu après les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Ce n'est pas une question de date. Le ministre Bawara a été clair que les réformes auront lieu avant le scrutin du 20 décembre. Oui, mais... Ça vous rassure toujours pas? Non, mais on est là. On est là pour pouvoir. Si on a toutes les réformes, on a toutes les réformes avec lesquelles nous sommes d'accord, parce que nous avons fait des propositions pour les réformes constitutionnelles, pour les réformes institutionnelles, pour les réformes électorales. Nous les avons faites. Pensez-vous, M. Gator, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec la proposition que nous avons faite dans notre mémo, on vient nous dire, voilà ce que vous avez demandé est fait. Il y a un seul membre de la C14 qui dirait non, on n'irait pas aux élections. Ce n'est pas possible. On verra. Nous allons marquer notre seconde et dernière pause. Dans 2-3 minutes environ, on se retrouve pour la dernière partie de Taxi Presse, où vous, auditeurs, vous aurez le cadeau d'intervenir, vous aussi directement, pour poser vos questions à notre invité, Dr William Georges Koissan, le président du parti Santé du Peuple. Retour en studio avec notre invité. Nous donnerons la parole tout à l'heure aux auditeurs pour poser des questions directement à Dr Georges William Koissan. Le direct à l'antenne, c'est le 93 96 99 99. Le numéro WhatsApp pour envoyer des messages pour les questions, c'est le 90 71 49 62. Docteur William, quand nous écoutons nos concitoyens depuis quelques jours par rapport aux initiatives prises par la coalition des 14 partis, on sent un air de déception. Est-ce que vous les comprenez depuis plus d'une année qu'ils sont dans une lutte qui n'aboutit pas? Oui, c'est facile de les comprendre. C'est facile de les comprendre. Je pense que vous voulez parler des décisions de la coalition de renouer avec les meetings et autres. Là aussi. Oui. Donc, c'est facile de les comprendre. À partir du moment où le 19 août avait créé un nouvel espoir, un très grand espoir dans
la mémoire collective, et tout le monde pensait que rien ne serait plus comme avant, parce que vous savez, il y a une nouvelle dynamique populaire qui était créée avec la synchronisation des meetings, ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire politique de notre pays, à Lomé, parce qu'avant les meetings se faisaient généralement à Lomé. Maintenant il y a à Lomé, il y a à l'intérieur du pays, mais il y a la communauté, toute la diaspora qui s'était mise dans le jeu. C'était une grande première, c'était totalement inédit dans l'histoire politique de notre pays. Ça fait que ça a créé un espoir sans précédent. Et depuis que nous avons accédé à la demande de la facilitation de sursoir aux manifestations afin de donner un certain espoir au dialogue, d'évoluer dans de bonnes conditions, et les gens ont manifesté un certain désarroi, une certaine déception par rapport à tout cela. Et je peux vous dire que il n'a pas été facile de leur expliquer les raisons qui nous avaient poussés, qui étaient des raisons que nous trouvons légitimes, qui nous avaient poussés à accepter cela. Mais après des explications, il y a beaucoup qui nous ont compris qu'il était important qu'on aille vers la facilitation, qu'on accède à cette demande de la facilitation, histoire de mettre cette facilitation même en confiance. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne regrettez pas le fait d'avoir laissé de côté la seule arme qui vous restait, les manifestations de rue? On a écouté le vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, Patrick Lawson, ces derniers jours, il regrettait presque d'avoir laissé cette arme. Est-ce que vous aussi, au niveau centre du peuple, vous regrettez de l'avoir fait, ce choix? Non, vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de regretter. Le regret, je ne suis pas tellement... ce n'est pas tellement mon genre. Vous assumez vos choix? Oui, j'assume mes choix. Et d'abord parce que pour faire un choix, je réfléchis suffisamment. Donc, si je l'accepte... Ça veut dire que ceux qui regrettent aujourd'hui n'ont pas réfléchi suffisamment à l'époque? Non, ce n'est pas ça. D'accord. Ce n'est pas ça. Mais moi, je me donne le devoir tout simplement d'éviter de regretter des actes que je pose. Je vais me repentir pour l'avenir. Mais m'attarder... Non, c'est-à-dire que je peux... regrette, ça veut dire non, regretter, ça veut dire que au moment où tu posais l'acte, tu te dis, il faut que je pouvais faire comme ça. Vous comprenez? Je pouvais me corriger en réalité, corriger le tir pour l'avenir. Mais ce que j'ai posé comme acte, je me dis, j'ai suffisamment réfléchi, c'était l'acte que je vais poser en ce moment-là, c'était ce qui était adapté à ce moment-là. Maintenant, si ça n'a pas marché, peut-être que j'ai fait une erreur, mais je peux essayer de corriger cela. Je corrige cela pour l'avenir, mais m'attarder sur le passé, à regretter, à réfléchir, c'est peut-être pour moi une stratégie pour avancer. Je ne dis pas que ce n'est pas normal, mais une stratégie pour avancer. Si c'est à refaire aujourd'hui, est-ce que vous mettrez encore en bas dans la balance les manifestations de rue? Si c'est à refaire, est-ce que vous allez encore abandonner ça, la rue? Aujourd'hui, si c'est à refaire. Je dirais non. Je dirais non. Mais on ne peut pas faire l'histoire avec des conditions. L'histoire est ce qu'elle est. Et elle est ça. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'on aurait pu dire qu'on n'abandonnait pas la rue. Peut-être que ça pouvait apporter des solutions reluisantes. Peut-être que ça pouvait être également pire. Qui sait? On ne maîtrise jamais rien. C'est pour cela que moi je dis, regretter non, peut-être me corriger pour l'avenir, d'accord. On peut se dire aujourd'hui, on a abandonné la rue, oui. Et bon, si on avait gardé la rue, on aurait pu avoir des résultats. Apparemment, c'est ce qui saute. À vue d'œil, c'est ce qu'on peut dire. Mais qui sait, on ne peut pas faire l'histoire avec si. Moi, je suis toujours comme ça, je dis, on ne peut pas faire l'histoire avec des conditions. L'histoire est ce qu'elle est. Bon, l'avenir,
on voit comment essayer de rectifier le tir. Est-ce que vous avez l'espérance aujourd'hui? Est-ce que vous avez foi au lendemain de ce pays, aujourd'hui? Oui. Au vu de tout ce qui se passe là. Oui, moi j'ai toujours foi. Face à un pouvoir difficile à manœuvrer. Oui, difficile, mais hermétique, mais vous savez, et je suis fondamentalement croyant. Et je me dis que l'heure de Dieu va sonner. Ce n'est pas une question de fuir ses responsabilités, parce que généralement, quand dans les tribunes intellectuelles, on commence par parler de Dieu, on a plutôt l'impression que on est en train d'abdiquer et on est en train de courber le chine devant les difficultés. Non, ce n'est pas cela. Mais je crois fondamentalement que nous, les hommes que nous sommes, nous avons le devoir de faire ce qui est en notre possibilité. Nous avons le devoir de faire ce qui est en notre possibilité. Et le reste, on maîtrise peu. Très bien. Nous allons maintenant permettre à nos auditeurs d'intervenir dans l'émission pour poser des questions. Vous allez mettre votre casque désormais. Il y a un auditeur qui souhaite, il s'appelle Edem, il dit, je vais lire son message, docteur, je souhaite avoir votre avis sur le scandale des prothèses périmées. En avez-vous discuté dans vos états-majors? Avez-vous, avec vos collègues de la coalition prison au Parlement, l'intention d'interpeller le ministre de la Santé sur la question? C'est la question de l'auditeur. Oui, bon, je remercie l'auditeur. Et vous savez, le problème des prothèses périmées, j'ai déjà eu à intervenir sur plusieurs médias par rapport à ça. Et j'ai donné ma position. Mais nous avons même ce matin envoyé un communiqué qui doit être très bientôt sur les médias et pour condamner cela, pour condamner sérieusement cet acte et pour interpeller les autorités, d'abord en charge de la santé, les autorités judiciaires, pour que rapidement on fasse en sorte que lumière soit faite autour de ce problème. Vous savez, moi je dis qu'il y a à ce niveau une double infraction. D'abord, des médecins qui se permettent de dispenser, de délivrer des produits pharmaceutiques. Parce que les prothèses, c'est des produits pharmaceutiques. Bien sûr. Il n'est du ressort d'aucun médecin de délivrer un produit pharmaceutique. Moi, j'ai la chance d'être à la fois médecin et pharmacien. Je délivre des médicaments en tant que pharmacien et non en tant que médecin. J'ai une officine en tant que pharmacien et non en tant que médecin. Un médecin ne délivre pas des produits pharmaceutiques. Donc, un médecin qui se permet de vendre même un produit ou bien de donner un médicament contre de l'argent est en infraction. Parce que dans ces conditions, les malades ne sont pas protégés. Okay. Parce que vous pouvez donner ce que vous voulez, parce que vous l'avez, sans que cela ne soit adapté réellement à ce dont le malade a besoin en ce moment. Et la deuxième infraction, c'est un produit périmé. Parce que même si vous donnez le produit, même si le produit n'est pas périmé, vous n'êtes pas en droit de délivrer un médicament. Il y a vos camarades qui sont au niveau du Parlement. Est-ce que vous avez l'intention au niveau de la coalition d'interpeller le ministre en charge de la Santé au Togo? Oui, malheureusement, je ne suis pas député. Oui, mais vous avez des gens à la coalition qui sont au Parlement. Oui. Mais je pense que on a déjà eu des discussions concernant ce problème. Il y a des gens qui accusent l'opposition de ne pas réagir à ce problème. On a déjà eu des discussions au niveau de la coalition par rapport à ces problèmes. Et vous allez, il y a nos députés également qui sont là, certainement que vous allez les entendre très prochainement. Très bien. Nous allons recevoir au téléphone notre premier auditeur sur le 93 96 99 99. Allô? Ah, il est reparti. On rappelle le numéro de contact en direct, c'est le 93 96 99 99.
Un autre auditeur qui demande à avoir l'avis du docteur sur l'actualité des derniers jours concernant le viol de cette jeune fille filmée et publiée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce sujet. Bon, je l'ai appris, ça, c'est vrai. Je l'ai appris, mais vous savez ce sont des problèmes sociaux de grande ampleur. Et malheureusement que nous n'avons pas les éléments aujourd'hui, n'étant pas au pouvoir, n'étant pas par la commande du pays, nous ne pouvons que peut-être condamner cela et apporter nos soutiens à ceux qui en sont victimes, mais nous ne pouvons pas poser des actes concrets. Il appartient aux autorités de notre pays de se pencher sur ces problèmes. Parce qu'il n'y a pas que la politique, hein. On est tellement préoccupé par la politique. On est toujours dans les chapelles politiques, à discuter politique. Mais les problèmes sociaux, c'est d'abord ça qui fait le politique. Très bien. Il y a un autre auditeur au bout du fil, notre premier auditeur. Allô? Allô, monsieur Eric. Allô? Allô, monsieur Eric. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Razak. Monsieur Razak, nous vous écoutons. Oui. C'est juste une suggestion. Nous sommes dans des groupes WhatsApp de certains partis de la coalition. Et juste pour suggérer à notre invité que si nous ne sommes pas d'accord au courant, qu'il y a des manœuvres du parti au pouvoir visant la dislocation de la coalition. Il y a tant de manœuvres qui sont en opération. Donc juste un rappel au cas où il n'est pas au courant, juste pour le lui rappeler, quoi. Bon, d'accord, très bien. Nous, on souhaiterait avoir des questions directes. Vous avez voulu juste lui rappeler certaines choses. Merci quand même de nous avoir contacté, Razak. On va passer à autre chose très rapidement. Il y a un auditeur qui dit, il s'appelle Kokouvi, vous ne voyez pas que la position du PNP face aux actions du groupe risque de vous fragiliser la coalition? Oui, évidemment. C'est ce que je dis. Et ce n'est pas que ça risque, ça peut toujours ça va fragiliser d'une manière ou d'une autre. Et vous savez, c'est avec le PNP que le problème est arrivé. C'est le PNP qui a appelé d'abord le chef de file de l'opposition et à travers lui tous les autres partis. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est par PNP que nous sommes là. Et il est tout à fait normal que si celui par qui vous êtes là se désolidarise à des moments donnés, même si ce n'est que de façon ponctuelle. Moi, je n'y accorde pas assez d'importance. Bon, je crois aussi que la population donne trop d'importance. C'est vrai que c'est le PNP, on ne peut pas passer cela sous silence, mais cela fragilise peut-être de façon momentanée, de façon ponctuelle, sans avoir une influence réelle sur le fonctionnement de la coalition et sur l'avenir de la coalition, en ce sens que la coalition est appelée à obtenir un certain nombre de choses pour ce pays. Je ne pense pas que cela puisse influencer fondamentalement et substantiellement les travaux de la coalition. Il y a un autre auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Prince depuis rapport. Allô? Oui, allô, c'est Prince depuis rapport. Monsieur Prince. Prince. Ouais. Nous vous écoutons. Moi, j'aimerais poser quelques questions à M. Kossan. Oui, allez-y, très rapidement. Oui, bonjour. Avant la feuille de route de la CEDEAO, la C14 était dans une posture comme quoi si la CEDEAO ne faisait pas la volonté de la population, ils ne seront pas d'accord. Après, quand la CEDEAO a fait la feuille de route, ils sont mis dans une position où, on avait le sentiment qu'ils sont satisfaits. Sur quoi ils comptaient avant d'être satisfaits de la feuille de route? Très bien. Merci beaucoup. Oui. Vous avez une autre question? Oui. Oui, allez-y rapidement. J'aimerais savoir la position qu'adopte
c'est-à-dire que le tout de rien, qui ne voit pas que ça ne les arrange pas, parce que ceux sur qui l'UNIR se base maintenant au niveau de la CENI, c'est-à-dire Thierry Tamae, Agoumé, qui c'était avec eux dans CST, la façon dont ils les ont traités fait qu'aujourd'hui, ils se trouvent de l'autre côté. Est-ce que la position de tout ou de rien, on veut que ce soit nous, rien, est-ce que ça les arrange? D'accord, très bien. Merci beaucoup, Prince. Merci de nous avoir contactés. Est-ce que la position de tout ou rien vous arrange en réalité? Non, mais qui vous a dit que nous sommes dans la posture de tout ou rien? Non. Je réponds à celui qui a appelé. Oui, Prince. Oui. Prince, nous ne sommes pas dans la position du tout ou rien. Vous vous souvenez que au début des manifestations, on disait retour intégral à la constitution originelle de 1992. Mais dans notre mémo que nous avons envoyé, avant même l'arrivée, parce qu'on a envoyé un mémo premièrement, avant l'arrivée le 31, le mémo que nous avons fait après le 31, c'est par rapport à la feuille de route de la CEDEAO. C'est-à-dire que on a pris les points un à un, et on a dit ce que nous aimerions qu'on fasse au niveau de ces points-là. Mais il y a un autre mémo qui a été envoyé avant. Et dans cela, nous n'avions plus parlé de retour à la constitution originelle de 1992, mais nous avons listé 5 points fondamentaux. Et je peux les citer, c'est la limitation de mandat présidentiel, avec en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Le mode de scrutin à 2 tours pour la présidentielle et les législatives, la recomposition de la Cour constitutionnelle, le mode de désignation des prérogatives du Premier ministre, les conditions d'éligibilité du président de la République. Ça veut dire que on a évolué. Ça veut dire que la position de la coalition a évolué d'un point A à un point B. Donc nous ne sommes pas dans une posture de tout ou rien. D'accord. Un autre auditeur s'appelle Valentin qui nous dit que le fait d'aller s'inscrire sur la liste ne prouve-t-il pas que nous soutenons la CENI? Oui, c'est en réalité un dilemme. C'est en réalité un dilemme, mais il faut que nous considérions que le fait d'aller nous inscrire sur une liste ne veut pas dire qu'on soutient la CENI. Il faut qu'on se mette dans la tête tout simplement, parce que si tu as ta carte aujourd'hui, que l'élection soit organisée en 2020, tu pourras voter. Que ça soit organisé en 2025, tu pourras voter. C'est cette logique, c'est dans cette logique qu'il faut aller s'inscrire. Non pas parce qu'on se dit qu'on va aller voter le 20. Non, c'est pas ça. On a un autre auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Eric. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, mon cher frère en Christ, alors. Quel est votre nom? Évangéliste David. J'appelle depuis Zanguera. Très bien. David, nous vous écoutons. Est-ce que vous pouvez diminuer légèrement le volume de votre poste récepteur? Ma question est ceci. Allez-y. En tant que leader, je sais qu'un leader engagé, celui qui peut être un leader efficace ou bien engagé, ne peut pas dire qu'un parti qui ne cautionne pas, ou bien qui ne fait pas partie de ce qu'ils sont en train d'organiser, et qui va les fragiliser, je ne crois pas. S'ils sont vraiment des leaders engagés, des leaders efficaces pour amener cette lutte-là jusqu'à la fin, je ne pense pas que ce que je viens de dire, PMP va les va fragiliser le groupe restant. Donc ma question est que pourquoi dit-on toujours que c'est PMP qui a fait que les choses ont basculé. Alors,
que le temps précédent, le temps passé, il y avait eu des mouvements, il y avait eu des marches. D'accord, très bien. David, on a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir contactés. Docteur William. Non, pourquoi nous disons toujours que c'est pas PNP que tout a chamboulé récemment? Non, mais il faut être honnête avec l'histoire. C'est le 19 août qui nous a amenés dans ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, ce n'est qu'une réalité. Moi, je n'ai pas la force ni le pouvoir de tordre le cou à l'histoire. Ce n'est pas possible. C'est le 19 août qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont fait des actions. Je ne dis pas que, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait au Togo, c'est le PNP. Mais le mouvement dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais reconnaissons-le, c'est le PNP par le PNP que c'est arrivé. Mais avant cela, il y a d'autres qui ont fait aussi des manifestations, d'autres qui ont posé des actes concrets, donc que nous devons tous saluer, que nous devons mettre dans les annales de notre pays. Je ne le refuse pas. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le PNP. Il y a M. Donné qui nous envoie un message qui dit qu'il vous félicite. Je vous félicite, M. Kwessan, docteur, et je vous encourage pour votre union. Même si le PNP se désolidarise par moment, le mieux est de consolider l'union, a dit M. Donné. On a notre auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est monsieur? C'est monsieur Jerry Williams. Nous vous écoutons, monsieur William. Je vais très bien. Très bien, nous vous écoutons. C'est juste pour encourager monsieur Kwessan dans sa logique de réflexion sur l'actualité politique au Togo. C'est quelqu'un qui a une clairvoyance totale. Et je veux l'encourager à rester dans cette direction-là. Merci beaucoup. Et secondo, il a dit quelque chose qui est très pertinent, c'est que il dit que s'il y a dissension, ça doit être interne à la coalition. J'encourage les militants ou bien ceux-là qui dirigent le PNP, s'il y a problème, qu'ils le gardent. Parce que aujourd'hui, quand on écoute tout le monde, c'est qu'on veut la mort de la C14. Allô? Oui, nous vous écoutons. Donc, la façon dont M. Kwessan voit les choses, c'est une façon très claire et lucide. Et je l'encourage à continuer ce travail au sein de la coalition. Merci beaucoup. Merci, M. Kwessan. Merci beaucoup, M. William. Merci de nous avoir contactés. Peut-être qu'on va recevoir un autre auditeur, mais avant, il y a cette autre réaction de M. Kossi qui dit « Je voulais savoir si le PNP... en le faisant ainsi, n'est pas en train de nuire à la coalition en donnant en même temps un libre champ au pouvoir de Faure Gnassingbé. » Ça, c'est un commentaire. On a un autre auditeur. Allô? Allô, c'est M. Ouro. M. Ouro, bonjour. J'appelle d'abord. Nous vous écoutons. Quelle est votre question? Oui, bon, c'est une contribution comme une question aussi. Allez-y, on va voir. Bon, c'est pour dire... au niveau surtout des journalistes, ça ne serait pas possible si vous demandez aux gens qui viennent à la radio, quand on parle du PNP, ça ne serait pas possible que vous puissiez appeler ces dirigeants du PNP qu'ils puissent bien vous expliquer leur position. Pourquoi? Parce que, je me rappelle, M. Tipi Atadama a parlé entre-temps qu'il veut une opposition à double texte. C'est-à-dire, au même moment que le PNP fait quelque chose à Anévon, à Sokoré ou à Daparan, il faut qu'un autre parti aussi, de la coalition aussi, travaille ailleurs. Il n'est pas contre la marche ni les meetings. C'est ce que je pense. Et c'est ce que le PNP dit chaque temps. C'est-à-dire, le travail doit se faire, tout le monde doit faire le travail. Donc, c'est la position du PNP. Donc, si c'est possible, faites un effort pour appeler certains dirigeants du parti PNP pour qu'ils puissent venir expliquer. Monsieur Ouro. C'est-à-dire, les journalistes, tous les journalistes ont l'habitude de dire ça. Monsieur Ouro. Oui, monsieur. Excusez-nous, mais nous faisons ce qui est
notre pouvoir et nous essayons dans la mesure du possible de donner la parole à tout le monde. Et au niveau du PNP, depuis que M. Tikpi n'est plus sur la scène, c'est toujours difficile de faire parler un membre du PNP. On n'écoute que des audios sur les WhatsApp. Le dernier, c'est cela qui a permis à beaucoup de journalistes de faire des articles où le conseiller à M. Tikpi, Ouro Dikpa Tikpi, déclarait que selon les 13 autres partis, nous devons organiser ce moment-ci des marches. Mais pour le PNP, il n'en est pas question. Nous nous focalisons sur cette déclaration pour analyser. D'accord. Merci de nous avoir contactés quand même. Hein. On a compris le fond de votre pensée. Merci beaucoup. Il y a une autre réaction d'un auditeur, il s'appelle Mouraman, qui dit je viens de lire que dans la feuille de route, il est recommandé que c'est à l'absence de l'élection parlementaire ou faute de moyens qu'on peut procéder aux élections référendaires. Maintenant, j'aimerais poser la question au docteur, qu'est-ce que la C14 propose concrètement aux yeux de la population pour stopper cette idée du gouvernement? Oui, l'idée de référendaire. Oui. Oui, ce que nous proposons et pour stopper cette idée, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que nous ne perdons jamais de vue que nous avons aujourd'hui des bonnes volontés qui sont arrivées pour nous aider et il faut toujours en tenir compte. Et au niveau de la coalition, comme je l'ai dit, on envisage donc de faire une proposition de loi qui sera envoyée à l'Assemblée nationale. Les deux éléments réunis, nous pensons que cela peut faire une belle symbiose pour nous permettre donc d'arrêter cette machine vers le référendum. Alors, notre dernier auditeur ce matin, allô? On l'a plus, on n'a que 2 minutes même avant de rendre l'antenne. Docteur, on arrive presque à la fin de cette émission, mais quel est votre message aujourd'hui pour ces Togolais qui, depuis plus d'une année, croient à un changement véritable? Le message à l'endroit des Togolais, c'est toujours un message d'espoir. Parce que moi, je n'ai pas... Ça fait plus d'une année que ce peuple est dans l'espoir. Non, mais vous savez, une année... Jusqu'à quand? Une année, c'est beaucoup. Mais une année, c'est beaucoup. Et ça viendra. Cela va venir nécessairement. Il y a pas autre moyen. Cela va venir nécessairement. Quand l'eau est sur la montagne, elle finit toujours par descendre. Cela va venir. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Cela viendra. Le temps, le moment, ou bien l'attente de cela, c'est ça qui peut-être nous gêne. Nous avons beaucoup attendu. Je vous rappelle que la NCAC fait 80 ans en Afrique du Sud avant de prendre le pouvoir. Je ne dis pas que nous allons faire aussi 80 ans ici, mais cela viendra, de ce qui est sûr. Cela viendra. C'est votre mot. Oui, c'est un message d'espoir pour ce peuple qui a tant donné et qui attend toujours que ce nouveau jour se lève pour l'amener vers des lendemains meilleurs. Cela viendra. Très bien. Docteur Georges William Kwesam, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Je rappelle juste que vous êtes le président du parti Santé du Peuple, membre de la coalition de 14 partis de l'opposition. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous suivent également sur le site gazette-du-togo.com. Merci à vous tous. Appelez-moi Saint-Rigator. Merci à Emmanuel Afadambe qui a assuré la coordination technique. À demain.